Madame, Monsieur, bonsoir. François Mitterrand retrouve le peuple de gauche à Liévin dans le Pas-de-Calais, une forme de réconciliation au moment de la séparation. Nous recevrons en direct dans ce journal, depuis le congrès du PS, Monsieur Laurent Fabius. Dans le journal également, la grève chez Alstom. Le médiateur demande la reprise du travail pour lundi. Une tension toujours très vive dans les territoires autonomes palestiniens. L'émeute provoquée par Claudia Schiffer dans un grand magasin parisien cet après-midi. Et puis du sport avec une grande première dans l'enceinte du Parc des Princes, le parcours de bosses enneigées d'un spécialiste de la discipline, Edgar Gros-Piron. Pour commencer ce journal, je vous propose de nous rendre aux Antilles. La Guadeloupe se prépare à accueillir les héros de la route du Rhum, mais ce soir, l'inquiétude a pris le pas sur l'excitation à Pointe-à-Pitre. Claude Bistoquet, l'un des navigateurs, est porté disparu depuis la nuit dernière. Il a déclenché sa balise de détresse. Une inquiétude d'autant plus grande qu'il est le régional de l'épreuve. Christophe Duchiron et Frédéric Basile ont passé la journée à attendre avec ses amis guadeloupéens. Il y a des visages qui trahissent l'inquiétude. Des visages d'hommes pleins d'angoisse, de rumeurs en fausse certitude, de coups de fil en coups de fax. Henri Bistoquet, le frère de Claude, et les amis du PC attendent. Ce n'est pas agréable de savoir qu'un des siens se retrouve en mer la nuit dans des conditions qu'on ne connaît pas. Et quand on sait que Claude n'a pas mangé chaud depuis le départ, donc peut-être que l'organisme est également moins résistant à ce genre de galère. Donc c'est un peu ce genre d'inquiétude qui nous occupait. Au PC, le bateau de Bistoquet, comme les autres, n'est qu'une punaise, un peu irréelle. À côté de la carte, le dernier fax envoyé par le Guadeloupéen. Quelques mots, il faut être vigilant, tout va bien à bord. Tout allait bien à bord. Bistoquet naviguait à 19 nœuds de moyenne, une belle vitesse. Il avait même dépassé 2 concurrents classés devant lui. Quelques heures plus tard, il déclenche sa balise de détresse. Depuis, plus rien. Au PC, il y a des visages qui en disent long et quelques coupures de presse qui racontent la deuxième route du Rhum de Claude Bistoquet, 44 ans. Bistoquet, la fierté des Guadeloupéens, qui est devenu depuis quelques heures un sujet d'angoisse. C'est vrai que quelque part, ça peut être inquiétant, mais avec l'expérience qu'il a, je pense qu'il saura faire face aux difficultés. Maintenant, le voilier s'est renversé, là, je comprends, les Guadeloupéens, ils ont le cœur gros. Au PC, il y a la photo de Claude. Et puis il y a Henri le frère, qui passe le temps devant un téléphone, avec l'espoir d'une information rassurante. Pour l'instant, il attend. Voilà, dans une quinzaine de minutes, nous devrions être en direct avec l'un de nos envoyés spéciaux à Pointe-à-Pitre, Jean-René Godard, pour essayer d'avoir des nouvelles de Claude Bistoquet. En tête de la course, le Suisse Laurent Bourgnon compte toujours un peu plus de 200 km d'avance sur Paul Vatine, l'écart variant selon les vents, mais la bonne humeur reste générale. Un avion de la Marine nationale les a survolés ce matin. François Brabant. Primagaz baigne dans l'huile, dans une mer d'huile pour être précis. Et ça n'arrange pas forcément Laurent Bourgnon. À l'approche de la Guadeloupe, tout incite aux vacances, surtout la météo. Et c'est bien là le problème. Je ne devrais même pas vous montrer les images comme ça parce que je pense que je vais avoir une réduction de salaire. Mais effectivement, là, depuis 2 jours, c'est vraiment très très calme. 12 nœuds de moyenne, Bourgnon avance au ralenti. Le record de Florence Artaud est de moins en moins menacé. Effectivement, avec les conditions météo que l'on a eues cette année sur cette route du Rhum, je pense qu'on aurait mis moins de temps à faire Pointe-à-Pitre-Saint-Malo que Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Paul Vatine, en revanche, ne baigne pas, il vole. À près de 19 nœuds de moyenne, Haute-Normandie poursuit sa remontée fantastique. Mais avec tous les pépins qu'il a rencontrés, Vatine est de plus en plus fatigué. Sur ces machines qui sont complètement délirantes au niveau de la toile, ça demande beaucoup d'efforts pour le skipper et d'énergie, donc il faut avoir un mental très fort. Et quand se succèdent des avaries, c'est difficile de rester bien concentré sur sa course. Mais on peut dire que les problèmes techniques ont été véritablement quelque chose d'invivable pour moi. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas trop insister dessus, mais ça a été un handicap continuel. 120 000, c'est 200 km environ, c'est la distance qui sépare ce soir les deux marins. Le sprint final, c'est pour demain. Sur la terre ferme maintenant, dans le Pas-de-Calais, le congrès du Parti socialiste à Liévin s'est mis entre parenthèses aujourd'hui pendant plusieurs heures. La venue de François Mitterrand a provoqué l'émotion que l'on attendait. Le président de la République a pris pied résolument dans la campagne pour l'élection présidentielle, avec une pique au passage à son Premier ministre. Dans le Pas-de-Calais, Roland Sicard et Michel Giannulatos. François Mitterrand n'aura pas été déçu. Dans le pays minier, le socialisme reste chez lui.
Et c'est peut-être pour cela que le président de la République avait accepté de venir à Liévin, officiellement pour la commémoration de la catastrophe de 1974, où 42 mineurs avaient trouvé la mort. Mais très vite, on allait s'apercevoir que la journée serait aussi politique, car François Mitterrand, au milieu des socialistes, même si ce n'est pas dans l'enceinte du Congrès, ce n'est pas banal, cela valait en tout cas un hommage du patron du PS. Merci d'avoir remis le socialisme français debout. Merci de nous avoir appris et démontré que seul le rassemblement de la gauche pouvait lui permettre d'infléchir le destin de notre pays. Les socialistes qui disent à François Mitterrand ce qu'ils lui doivent, mais François Mitterrand avait lui aussi un message à faire passer. Il croit la victoire d'un candidat de gauche possible en 1995, c'est une affaire de volonté, et quand, comme hier, Édouard Balladur affirme qu'il ne faut pas d'un troisième succès socialiste, le président contre-attaque. Ça m'intéresse, car après tout, il s'agit de ma propre succession. J'ai entendu hier quelqu'un d'important, que je rencontre souvent, dire « surtout n'élisez pas un troisième socialiste ». C'est pas parole d'évangile, hein. Élisez qui vous voulez. Mais plutôt, hein, ça vaudrait mieux. Ça vaudrait mieux que le contraire. François Mitterrand n'en aura pas dit plus et en tout cas n'aura pas cité le nom auquel tout le monde pense, celui de Jacques Delors. Mais en expliquant aux socialistes qu'ils doivent se rassembler, qu'il est possible d'élargir ses horizons tout en restant fidèle à ses idées, le président aura fait passer un message au patron de la Commission européenne. À Bruxelles, Jacques Delors aura sans doute parfaitement entendu. Et à l'applaudimètre, François Mitterrand était assuré de faire un tabac, le peuple de gauche, une expression qui avait perdu de sa vitalité ces derniers mois, lui était entièrement acquis. Une sorte de réconciliation à l'heure de la séparation. Guylaine Chenu et Éric Delagneau. Allons à la rencontre de François Mitterrand pour recevoir ce message de tradition et de modernité. Les socialistes à la rencontre de François Mitterrand. L'espace d'une matinée, sur cette terre ouvrière du Nord, le lien s'est renoué entre le fondateur du parti d'Épinay et les militants. Fidèles et disciplinés, tous ce matin ont quitté le Congrès pour être présents au rendez-vous. C'est le personnage politique qui avec nous, nous a permis d'accéder au pouvoir. Ne n'oublions pas 1981. On y est attaché, hein. Oh là là, oui, c'est malheureux qu'il ne sera plus là. Un président acclamé par la foule, comme aux plus grandes heures du mitterrandisme, comme en 88, lorsque ce bastion socialiste de Liévin lui offrait un score de près de 80%. C'est symbolique comme visite. Et c'est bien qu'il finisse son septennat sur un enthousiasme pareil. Je me souviens de l'insistance répétée. Une foule émue et respectueuse qui écoute le message du président. Aujourd'hui, l'heure n'est pas aux critiques, mais déjà, on pense à l'avenir. Je ne vois en rien en quoi l'avenir doit être une rupture avec ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a enseigné. Donc le parti survivra fort de cette période. On tourne une page, on va tourner une page, avec sans doute la candidature de Jacques Delors, mais aussi avec un parti socialiste qui a besoin de se renouveler dans les mois et dans les années qui viennent. Épinay, j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, bon, le parti a évolué, il faut repartir sur de nouvelles bases. Et puis bon, le futur, ça se décline, surtout avec d'autres hommes, d'autres femmes. En attendant, une fois encore, le rituel mitterrandien s'est perpétué. Le président a déjeuné, entouré de ses fidèles, un cercle d'intimes autour du rassembleur d'Épinay pour clore cette journée de retrouvailles. Laurent Fabius est notre invité ce soir en direct de Liévin, aux côtés de Jean-Michel Carpentier. Bonsoir, monsieur Fabius. Bonsoir. On a l'impression, une fois de plus, que François Mitterrand était le seul capable de rassembler le Parti socialiste en proie aux divisions ces derniers temps. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qui va rester de ce congrès de Liévin, c'est un grand sentiment d'unité. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y avait ce matin, dans les interventions de François Mitterrand, énormément d'émotions. Bon, la politique, c'est un monde souvent dur, et quand on sent comme ça qu'une émotion passe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais Liévin, ce sera le congrès du redémarrage de l'espoir et le congrès de l'unité. C'est ça qu'on a senti dans toutes les interventions, et c'est un acquis très très important pour la suite. Le président de la République... Oui, pardon Jean-Michel. Le président de la République vous a implicitement demandé de vous engager dans la campagne présidentielle, sous-entendu derrière Jacques Delors. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à accorder un soutien clair au président de la Commission européenne, désormais ? Tout à fait. Ça fait déjà d'ailleurs pas mal de temps que publiquement et en privé, j'ai souhaité que Jacques Delors soit notre candidat.
Pourquoi parce qu'il est le mieux placé pour gagner. Et je dirais surtout parce que je crois qu'il est le mieux placé pour affronter les problèmes qui vont être ceux de la France dans les 5 ans qui viennent, dans les 7 ans qui viennent. Le nouveau président de la République, une fois que François Mitterrand aura terminé son mandat, aura devant lui surtout 3 grandes difficultés. Les problèmes sociaux, avec les problèmes de l'emploi au premier rang, les questions européennes, et je dirais rétablir un certain sentiment de rigueur et de vertu dans le pays. Et sur ces 3 terrains, le social, la dimension européenne et ce que j'appelle la vertu, Delors est un excellent candidat et je suis sûr qu'il fera un très très bon président. Mais vous le soutiendrez pendant la campagne, si campagne il y a, même si Jacques Delors ne représente pas tout à fait les positions prises par le Parti socialiste? Jacques Delors est socialiste. Mais en même temps, une élection présidentielle, c'est toujours la rencontre entre un homme et un peuple. C'est-à-dire qu'il développera les idées qui sont les siennes. Il peut y avoir telle ou telle nuance par rapport au Parti socialiste, après tout, pourquoi pas. Mais là, c'est une rencontre, je crois, entre un homme qui est issu de nos rangs et puis une population. Jacques Delors fait partie de ce que j'appelle, pour le langage peut-être pas très bon, la gauche modérée, mais la gauche modérée, c'est la gauche. Et nous jouerons notre partition à fond en tant que parti socialiste. Et Jacques Delors, lui, s'adressera d'abord à la gauche, si c'est lui, François Mitterrand l'a rappelé, et il a vocation à rassembler plus largement. Donc je ne vois pas du tout d'opposition entre les deux. C'est parfaitement complémentaire. Sinon une opposition, du moins un grand écart entre justement un soutien à ce que vous appelez la gauche modérée, et puis le soutien que vous apportez vous-même à Henri Emmanuelli, qui a donné au Parti socialiste une image de gauche beaucoup plus dure. Non, je crois que tout ça est parfaitement complémentaire. Le candidat président de la République n'est pas un militant exactement comme les autres, c'est exceptionnel par définition, mais en même temps, il est issu de nos rangs, et je crois que tout ça se passera très bien. L'atmosphère que j'ai ressentie dans ce congrès, parce que maintenant beaucoup de responsables et de militants sont intervenus, c'est qu'il y a une unanimité, une quasi-unanimité derrière Jacques Delors, que la question que vous soulevez n'est pas ressentie comme telle, et surtout qu'à nouveau, on sent cette envie, cette capacité de gagner. Monsieur Fabius, Fabius, si Jacques Delors ne se présente pas, qui à sa place? Vous voyez, en général, quand on a une bonne solution, il faut mieux la prendre que prendre l'autre. L'autre, par exemple, ce pourrait être Pierre Mauroy. L'autre solution, ce pourrait être Pierre Mauroy. Je pense que Delors est de loin le mieux placé. Et donc, j'espère qu'il va franchir le pas. Il nous a dit qu'il apporterait sa réponse dans quelques semaines. Et je pense que c'est très important. Mais déjà, ce que nous avons fait ici à Liévin, c'est-à-dire montrer notre unité, montrer que nous voulons redémarrer, développer nos propositions, c'est quand même un sacré contraste avec ce qu'on a vu encore la semaine dernière au congrès du RPR. Merci beaucoup, monsieur Fabius, d'avoir été en direct avec nous depuis le congrès de Liévin. Un dernier mot concernant la politique avec le sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche de demain. François Mitterrand gagne 4 points avec 53% de bonnes opinions. 53% de personnes satisfaites également pour Édouard Balladur, mais le Premier ministre perd 1 point par rapport au mois dernier. Pendant que les socialistes replongent dans leur congrès en débattant du chômage et de l'exclusion, une manifestation de soutien aux grévistes d'Alstom à Belfort cet après-midi, au moment où le médiateur nommé par le gouvernement considère que son travail est terminé désormais et que les usines doivent rouvrir lundi. Mais la détermination des grévistes est intacte, notamment celle des jeunes salariés à l'origine du mouvement. Reportage de Pascal Golomer et Jean-Michel Miller. Le slogan reste le même, la détermination aussi. Voilà maintenant 4 semaines que David et Olivier réclament ces 1500 francs d'augmentation. Alors pas question de manquer la manif d'aujourd'hui, eux qui étaient parmi les premiers à stopper le travail. J'ai vu un groupe arriver dans mon atelier au 330, et puis ils nous ont dit qu'ils faisaient grève, et puis ils étaient quoi, une trentaine à peu près. Alors moi je suis parti aussitôt avec eux, quoi, c'est clair. Vous n'avez pas hésité une seconde? Ah bah ouais, de toute façon ça, je l'attendais depuis... Je pensais que ça venait, que ça allait venir, mais pas tout de suite quand même, quoi. C'est donc ici, dans l'usine de Bourgogne, que tout a commencé. Et David n'est pas peu fier d'avoir été pionnier. Café. Il passe plus de temps sur les piquets de grève que dans son appartement. À 21 ans, c'est son premier vrai conflit. Tant pis pour sa passion, la musique, il n'a plus guère de temps, ni surtout d'argent, à lui consacrer. Ça fait pas mal de personnes qui se battent pour rien pour l'instant. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que décembre, ça va être une paye 0 francs. Donc à nous arranger, bon, on fait des collectes, des choses comme ça pour essayer de partager tout entre les grévistes. Bon, bah, on va voir si on peut s'arranger après, quoi. Voir un peu avec les HLM, les impôts, les différents organismes, factures à payer, quoi.
Cet après-midi, il était en tête de cortège avec ses 2 complices, comme d'habitude. Fier de voir autant de monde dans les rues de Belfort, de voir aussi ceux de Peugeot venus les soutenir. 6 000, 7 000 personnes, peut-être plus, ça fait chaud au cœur. Rien n'a encore joué. On a un négociateur, on espère bien que ça marchera. Pour l'instant, faut donner notre avis à tout le monde. Regardez, je pense qu'on est assez nombreux pour donner notre avis. Une démonstration de force, mais pour quel résultat? À la préfecture, le médiateur, lui, en avait alors fini avec la négociation. Pour l'instant, les syndicats chez Alstom ne se sont pas prononcés donc sur les propositions du médiateur de cet après-midi. Retour sur la route du Rhum, puisque nous retrouvons en direct de Pointe-à-Pitre l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-René Godard. Jean-René, avec des nouvelles apparemment très bonnes pour Claude Bistoquet. Oui, je crois que l'on peut parler de soulagement ici à Pointe-à-Pitre et dans toute l'île de la Guadeloupe. Soulagement car Claude Bistoquet est vivant. Son bateau avait chaviré la nuit dernière, il était très exactement 2h15, juste au milieu de l'Atlantique. Voici exactement l'endroit où le bateau a chaviré, très exactement à 2100 km de la Guadeloupe. Alors, les secours se sont organisés en plusieurs temps. D'abord, il y a un Hercule C-130 américain qui a décollé des Bermudes et qui s'est rendu dans la zone où le bateau avait été chaviré sans le repérer. Ensuite, deuxième opération, un Breguet atlantique de la Marine nationale qui a décollé de la Guadeloupe et qui est venu dans cette zone et qui a finalement repéré le bateau. Ensuite, c'est un pétrolier libérien qui se trouvait dans ce secteur qui a été détourné et qui a jeté une chaloupe à la mer pour récupérer donc Claude Bistoquet, le navigateur guadeloupéen qui ce soir est un véritable rescapé de la mer, rescapé de cette route du Rhum. Merci beaucoup Jean-René, que nous vous retrouverons demain avec un peu de chance. Le premier de cette route du Rhum devrait arriver au moment du journal de 20h. Dans le climat des affaires et de la corruption en politique, le journal officiel publie ce matin la liste des entreprises qui ont financé tout à fait légalement les activités des partis entre février et décembre 1993. Un rapport très instructif, Maryse Burco. Au jeu du qui finance qui dans la vie politique, nous avons aujourd'hui des réponses précises. Et c'est une première. Le journal officiel publie aujourd'hui la liste des entreprises qui financent légalement des partis politiques. Premier constat, les entreprises de travaux publics et les compagnies des eaux sont les grands pourvoyeurs de fonds des partis. Deuxième constat, 3 grands groupes financent un tiers de la vie politique, la Générale des Eaux, Bouygues et la Lyonnaise des Eaux. Pourtant, selon la loi, une même société ne devrait pas donner plus de 500 000 francs à un même parti. Un règlement dont les grands groupes s'accommodent facilement. Supposons qu'on ait un groupe constitué de son organe central, sa société centrale, son siège, comme on dit simplement, et 2 filiales. Eh bien, le siège va pouvoir donner 500 000 francs à un parti politique par an, mais il en va de même de chacune des 2 filiales. La publication des comptes des partis révèle aussi qu'Énergie France, le mouvement de Bernard Tapie, est essentiellement financé par Bouygues. On apprend également que le Front National bénéficie plutôt des faveurs de la compagnie des bateaux-mouches, les bateaux-mouches qui financent aussi Philippe de Villiers. Des chiffres publiés au moment où le PDG de la Lyonnaise des Eaux annonce que son entreprise ne financera plus aucun parti. Bouygues semble d'ailleurs vouloir adopter la même attitude. La multiplication des affaires n'est évidemment pas étrangère à ces décisions. Et à noter ce soir que Jacques Chirac s'est à son tour déclaré favorable à l'interdiction du financement des partis politiques par les entreprises. À l'étranger, comment apaiser la colère des Palestiniens dans les territoires autonomes après le carnage d'hier à Gaza? Yasser Arafat a bien annoncé la création d'une commission d'enquête, mais les obsèques des 15 victimes de la fusillade ont provoqué de nouvelles manifestations. Sur place, Charles Anderlin. À Gaza, les pneus incendiés sont le baromètre de la tension. Il y en avait beaucoup aujourd'hui. Des jeunes intégristes ont détruit le seul cinéma de la ville. Il avait rouvert ses portes il y a quelques semaines seulement. Pour les islamistes, c'est un des symboles de l'Occident importé à Gaza par l'OLP. Presque pas d'accrochage interpalestinien, les forces de l'ordre et le Hamas ont conclu un accord de non-belligérance pour la journée. La police palestinienne a retiré ses forces des principales artères.
Tant les chefs de l'OLP que les dirigeants islamistes ne veulent pas d'un nouveau carnage. Ils laissent des personnalités arabes israéliennes tenter une médiation. Yasser Arafat a fait une brève apparition lors de la signature d'un accord entre l'autorité autonome et la communauté européenne. Il s'est refusé à toute déclaration. Un peu plus loin dans la ville, 2000 militants du Fatah lui manifestent leur soutien. Ils scandent « Pas d'alternative à l'OLP ». Les islamistes étaient occupés à enterrer leurs morts, ici dans le camp de réfugiés Nuseirat, un jeune de 17 ans tué au cours d'un accrochage avec l'armée israélienne. Et c'est un nouveau défilé, contre Arafat, contre la paix avec Israël. Les slogans « Palestine islamique »,« Le sionisme est notre ennemi » et « Arafat, nous n'avons pas peur de toi ». La colère des militants de base des mouvements islamistes est toujours aussi forte. Leurs dirigeants l'ont parfaitement compris et le ton de leur discours est toujours aussi incendiaire. Un mot encore de l'actualité à l'étranger avec de nouveaux bombardements serbes sur l'enclave musulmane de Bihac en Bosnie. Au moins 9 personnes ont été tuées. L'un des avions serbes s'est écrasé sur un immeuble habité. Et à noter enfin que le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'autoriser des frappes aériennes, d'éventuelles frappes aériennes de l'OTAN sur la Croatie. L'heure de la récréation maintenant, elle est blonde, elle est allemande, partout où elle passe elle provoque une émeute. Claudia Schiffer dédicaçait son livre dans un grand magasin parisien cet après-midi. L'émeute, Agnès Varamian, Benoît Véran. C'était un peu le premier cadeau du Père Noël, Claudia, dans les grands magasins. Nous en étions sûrs, la toucher nous rendrait plus heureux. Et pour réussir à l'approcher, il suffisait, croyait-on, de l'aimer très fort. Mais voilà, cet après-midi, nous n'étions pas seuls au rendez-vous. Comme sortie du rayon poupée, et pendant que certains se désespéraient, Claudia en professionnelle dédicaçait un livre, son livre, dans lequel on apprend que papa s'appelle Heinz et maman Gudrun, maman qui assiste d'ailleurs là à une scène d'hystérie collective. Mais pour le public, il s'agit avant tout de voler quelques mots à la star Claudia. Elle m'a pas parlé. Elle vous a rien dit? Non, elle parle pas, je crois. Très belle, cultivée. Je lui ai donné mon prénom, mais elle l'a marqué. C'était bien. Elle vous a dit quelque chose? Elle m'a fait un sourire. Voilà. 1 heure et puis Claudia s'en va sans avoir raccourci la distance qui sépare ses fans de son image papier glacé. Ils ont beaucoup aimé le livre, donc je suis très contente. Ça marche bien? Vous avez vu, non? Et oui, c'est ça, la vie de top modèle, sommet un peu de bonheur pour ceux qui vous aiment et beaucoup de cohue. La douceur de l'automne a bien failli jouer un vilain tour à la fête de la montagne. Hier soir, nous vous montrions la neige fraîche arrivée dans le Parc des Princes. Plus de 15 degrés cet après-midi à Paris, mais les montagnards sont travailleurs et l'on a skié allègrement et brillamment Thierry Clopeau cet après-midi. Thierry ? Et avant toute chose, ça y est, le spectacle va démarrer dans quelques petites minutes. Et avant toute chose, donc un grand coup de chapeau aux 200 bénévoles savoyards qui se sont escrimés, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 24 heures pour finir donc cette piste de 120 mètres de long. Ici, ils ont une petite frayeur ce matin puisque les 200 tonnes de neige qui avaient été déversées ont tout simplement fondu, mais ils se sont remis à l'ouvrage. Et finalement, ça va pouvoir démarrer. Il y a Edgar Gros-Piron qui est à côté de moi, notre champion olympique. Edgar qui, rien que pour nous, a fait une petite descente tout à l'heure. On va la voir tout de suite d'ailleurs, cette descente, Edgar. Et on va la commenter ensemble si tout se passe bien. Donc, beaucoup de bruit sur le Parc des Princes. Edgar que l'on voit ici, donc, sur une pente, Edgar qui a une très forte déclinaison, 38% je crois au départ. 36% effectivement, c'est-à-dire que c'est à peu près la moyenne, mais la moyenne maximale que l'on peut avoir dans des pistes de Coupe du Monde. Par rapport à la piste des Jeux d'Albertville par exemple, c'est à peu près ce qu'on avait. Voilà. Alors Edgar, le spectacle, on le sait, oui. C'est votre truc et j'imagine que ça vous fait tout drôle d'être ici au Parc des Princes, 25 000 spectateurs, c'est étonnant. Effectivement, là c'est vraiment impressionnant, carrément vraiment impressionnant parce que bon, j'ai vécu les Jeux Olympiques d'Albertville, ça a été quand même grandiose, mais là je crois qu'au niveau de l'ambiance et du nombre de spectateurs, ça bat tous les records. Et puis vos fans vont devoir profiter de vous à fond puisqu'on sait, ça c'est la mauvaise nouvelle, hein, ce sera votre dernière année de compétition. Oui, disons que voilà, j'ai décidé d'arrêter à la fin de la saison parce que j'en ai
j'ai bien donné déjà. Donc je crois que là, je vais tirer ma révérence cette année. Mais avant de tirer la révérence, il va falloir quand même faire de gros résultats. Et j'ai envie de faire une belle saison cette année. Les champions du monde, pourquoi pas l'Acusa en février? Ouais, il y a les championnats du monde chez moi à l'Acusa du mi-février, du 12 au 19. Très gros rendez-vous pour moi. Et je pense que là aussi, il va y avoir une ambiance terrible. Merci beaucoup les montagnards. Merci Edgar Gros-Piron, merci Thierry. De la neige à la glace, et si vous aimez le patinage artistique, soirée exceptionnelle au Palais Omnisport de Bercy, mais également chez nos confrères de France 3 à partir de 20h35, le Lalique Trophée d'Or en présence des étoiles de la glace et notamment d'Irina Klimova et Sergei Ponomarenko, les champions olympiques d'Albertville. C'était en 1992. Toujours en sport, l'élimination de Mary Pierce en demi-finale des Masters féminins de tennis à New York. Défaite 6-3, 6-2 contre l'américaine Lindsay Davenport. En finale du Masters masculin, demain à Francfort, l'américain Pete Sampras, qui a battu son compatriote André Agassi, rencontrera Boris Becker, vainqueur de l'espagnol Bruguera. Et puis en match avancé de la soirée de championnat de France de football, Monaco et Cannes ont fait 0-0 cet après-midi. À noter des incidents, de nouveaux incidents avant la rencontre Saint-Étienne-Paris-Saint-Germain entre supporters. Il y a un blessé grave et 45 personnes ont été interpellées. Les amateurs de jazz pleurent. Ils pleurent la disparition d'un des leurs, l'un des plus grands, Cab Calloway, décédé hier soir aux États-Unis d'une pneumonie. Cab Calloway est l'une des grandes vedettes du Cotton Club de Harlem dans les années 50. Il avait 86 ans. Thierry. Son cri de guerre, son cri de bonheur, son cri de vie, Heidi-O, était tellement célèbre qu'on l'avait surnommé Heidi-O Man. Son regard trahissait sa gourmandise vis-à-vis de la vie, sa silhouette souple, son amour de la danse, et aucune salle ne pouvait résister à la chaleur de sa voix. Cab Calloway était né en décembre 1907. Dès le début de sa carrière, il met au point une formule vocale à laquelle il restera fidèle toute sa vie, le scat, chant par onomatopée. La meilleure façon de faire participer la salle, et ça a marché durant 60 ans. Début dans les petits clubs de jazz de Chicago, et puis il devient la vedette du célèbre Cotton Club de New York, où il reprend en 1931 la suite de l'orchestre de Duke Ellington. Chef d'orchestre, chanteur, écrivain, mais aussi comédien à Broadway dans Porgy and Bess, et ici en 1943 dans Stormy Weather. 1980, apparition surprise dans les Blues Brothers de John Landis. Smoking blanc ou costume noir, la même voix, la même chaleur, le même morceau célébrissime, Minnie the Mooker. Amuseur comme lui, joueur de jazz comme lui, Henri Salvador se souvient de l'ami Cab. Je l'ai connu à Paris, je l'ai connu au Méridien. Il était déjà un peu âgé, mais il avait encore beaucoup de talent et d'allant. Il était merveilleux sur scène et c'était un monsieur délicieux. C'est très dommage qu'il ait disparu. C'est très triste pour notre joli métier. Le public continuera de chanter Heidi Heidi-O, ce qui veut dire en langage jazz, je suis heureux de vivre, et c'est vrai qu'il l'était. Voilà, c'est avec Cab Calloway que nous refermons cette édition. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, du brouillard demain matin un peu partout sur la France, mais du soleil l'après-midi au sud avec un petit peu de grisaille au nord et des températures toujours très douces pour la saison. À 20h50, surprise, surprise. Puis chez la Watt, le magazine présenté par Christian Spitz, le doc. Le dernier journal vous sera présenté aux environs de minuit 45 par Philippe Lefay. Je vous retrouverai demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci.